Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce milieu de semaine. Soyez les bienvenus sur Monaco Info et voici les titres qui seront développés. Ce mercredi 17 mai est la journée mondiale des télécommunications, l'occasion de voir de quelle manière nous les utilisons et le rapport que nous avons avec eux. Jeudi, nous célébrerons l'Ascension, une fête religieuse ô combien importante pour les chrétiens. Nous serons avec l'abbé Christian Venard qui nous rappellera les bases de cette célébration. Il y aura un volet économique avec la venue du spécialiste Christophe Barrault, élu plusieurs fois meilleur prévisionniste au monde. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur les spécificités du marché britannique et les opportunités d'investissement avec l'Angleterre. Nous parlerons de sport également avec notre invité, le président de l'association sportive monégasque de Joëlette, à l'occasion des championnats du monde qui se dérouleront samedi en Charente-Maritime. Et enfin, coup de projecteur sur la délégation d'athlétisme qui participera au prochain Jeux des petits États d'Europe à Malte dans une dizaine de jours. Depuis 1969, la Journée mondiale des télécommunications est célébrée chaque année le 17 mai, marquant la création de l'Union internationale des télécommunications et la signature de la première convention télégraphique internationale en 1865. L'occasion pour notre journaliste Christine Datomel de se rendre à Monaco Télécom afin de voir de quelle manière ces outils de communication et le rapport que l'on entretient avec eux ont évolué. Le téléphone portable est devenu en 50 ans un objet incontournable et révolutionnaire, réservé auparavant aux voitures et une clientèle professionnelle. Le téléphone mobile se démocratise au cours de la décennie 1990 et devient le moyen de communication le plus utilisé au monde. Aujourd'hui, on passe entre 3 et 6 heures par jour sur son mobile et c'est devenu le premier canal de relation client de toutes les sociétés de services, des banques, des assurances, etc. Et c'est devenu le premier support de tous les médias, que ce soit Le Monde, Canal+, ou n'importe quelle société de médias, sans parler évidemment des grands réseaux sociaux. Après un succès planétaire et face à une augmentation constante du nombre d'abonnés, le téléphone mobile se devait d'évoluer. Le débit augmente alors avec l'introduction de la 3G, puis Internet qui s'invite dans nos poches. Mais le grand accélérateur de cette évolution reste l'arrivée de l'iPhone. La première fois qu'on a eu ce grand écran avec cet aspect complètement tactile, au début on s'est tous un peu demandé et puis ça s'est paru évident. Et en fait, quand une innovation technologique est extrêmement puissante, c'est qu'elle est évidente. Où est-ce que ça va s'arrêter? J'ai l'impression que les cycles d'innovation s'accélèrent. On a vu la lettre demandant un moratoire sur l'intelligence artificielle. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'accélération du rythme d'innovation pose des problèmes, des questions éthiques, ouvre des perspectives hallucinantes, extraordinaires, et en même temps, on voit bien qu'il y a il y a un recul à avoir pour pouvoir faire que ce soit une progression qui soit bénéfique pour tous. Les téléphones mobiles ne sont désormais plus les seuls appareils connectés. Les voitures, les montres ou la télémédecine ont aussi besoin d'une connexion Internet rapide. C'est pourquoi en 2020, le déploiement de la 5G tente de répondre à cette demande croissante malgré les nombreux mouvements de contestation à travers le monde. C'était donc la journée mondiale des télécommunications, mais le 17 mai est surtout la journée mondiale contre l'homophobie. Il faut savoir qu'au XXIe siècle, des États punissent encore des humains simplement parce qu'ils sont homosexuels. Le simple fait d'aimer une personne du même sexe est encore réprimé par la loi dans 69 pays dans le monde, selon un rapport de l'association internationale LGBT. Et dans 11 pays, le fait d'être homosexuel est passible de la peine de mort. Sans oublier les suicides, on peut avoir une pensée par exemple pour le jeune Lucas, 13 ans, qui a mis fin à ses jours en France récemment à force d'être harcelé. Et enfin, toujours au XXIe siècle, très proche dans le temps, le week-end dernier, des joueurs de foot de Ligue 1 et Ligue 2 ont refusé de jouer parce qu'il fallait porter un maillot avec un flocage spécial pour cette journée. Les militants de cette cause doivent se dire qu'il y a encore du travail à faire. Direction le Palais Princier, où vous le découvrez sur ces images, plusieurs ambassadeurs ont remis leurs lettres de créance au prince Albert II ce mercredi. Des lettres qui illustrent ainsi les liens diplomatiques entre la principauté et plusieurs pays, en l'occurrence la Bosnie, l'Islande, les Pays-Bas et le Pakistan. Ces ambassadeurs ont pu échanger, dialoguer avec le chef d'État monégasque. Demain, beaucoup d'entre vous seront à la maison en famille, puisque c'est un jour férié, mais c'est avant tout un moment de communion important pour les chrétiens. Il s'agit de l'Ascension du Christ. Petite piqûre de rappel avec notre spécialiste sur Monaco Info. Nous sommes avec lui, l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Jeudi, c'est un jour férié, le jeudi de l'Ascension. Que représente cette célébration pour l'Église ?
Ce jour-là, c'est une solennité, donc une très grande fête, dans laquelle nous fêtons le retour du Christ vers son Père. Alors, cela nous est raconté dans les évangiles. Il y a 2 évangiles dans lesquels ce passage est raconté. Et puis, dans les actes des apôtres aussi. C'est-à-dire, alors, on nous raconte Jésus, après sa résurrection, remonte vers son Père, il disparaît petit à petit dans les nuages, dans les cieux, aux yeux de ses disciples et puis de sa mère, la Vierge Marie. Et puis là, nous dit un des textes, 2 anges apparaissent et puis disent aux disciples qui sont là, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Il est remonté vers son Père et il va vous envoyer son Esprit Saint. Alors, pour être bien précis, ça tombe un jeudi parce que à partir du IVe siècle, on a eu l'habitude de manière plus générale de fêter cette fête, on a pris un chiffre symbolique. Il fallait que ça tombe avant la Pentecôte, parce que ça, on le sait dans les évangiles, Jésus dit « Je vous enverrai mon Esprit Saint une fois que je serai remonté vers mon Père ». Et ça se passe, on le sait par les évangiles, le jour de la fête de Pentecôte, qui est une fête qu'on a en commun avec le monde juif. Et c'est une fête qui existait déjà chez les Juifs, la fête de Pentecôte. Donc on sait qu'à la Pentecôte, Jésus est déjà remonté vers son Père. Et puis l'Église a choisi ce chiffre de 40, qui nous rappelle les 40 ans au désert du peuple hébreu, les 40 jours que Jésus lui-même passe au désert. Et donc, 40 jours après le dimanche de Pâques, donc ça tombe toujours un jeudi, nous fêtons ce moment où Jésus remonte vers son Père. C'est une journée qui marque aussi la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples, il me semble. Après, c'est aussi sa résurrection, donc son élévation au ciel. Que s'est-il passé ce jour-là? Qu'est-ce qu'a dit Jésus à ses disciples? Que sait-on sur ce qui s'est passé historiquement? Le jour même, on n'a pas vraiment de parole. Ce qu'on sait, c'est que le jour même de l'Ascension, Dieu les bénit. Il y a un texte magnifique d'ailleurs du pape Benoît XVI qui dit que ce geste de Jésus de bénir, c'est un peu comme une espèce de bouclier que jusqu'à la fin des temps, le Christ met au-dessus de ses disciples pour leur apporter sa bénédiction. Et Jésus surtout, à plusieurs reprises, leur dit, durant toutes ses apparitions après sa résurrection, Jésus leur dit « Je vous enverrai mon Esprit Saint, je vous enverrai mon propre esprit, je vous donnerai ma force ». Et c'est ce que nous fêterons quelques jours après, 10 jours après l'Ascension, dans la fête de Pentecôte, cette arrivée de l'Esprit Saint sur les disciples et sur la Vierge Marie. En bon chrétien, ou en moyen chrétien ou en mauvais chrétien, qu'est-ce que l'on doit faire le jeudi de l'Ascension? C'est ce qu'on appelle une fête d'obligation. C'est-à-dire que pour les catholiques, il y a une obligation d'aller à la messe. Donc j'invite tous ceux qui nous regardent ce soir de ne pas hésiter. Il y a à peu près au moins 30 ou 40 messes proposées sur la Principauté et puis sur la paroisse du Saint-Esprit que nous desservons autour de la Principauté. C'est ce qu'on appelle donc une messe d'obligation. C'est un devoir pour le catholique, ce jour-là, de se rendre à la messe. Pas simplement, évidemment, pour remplir une case, pour dire j'y suis allé et c'est bon, j'ai coché la case. C'est surtout pour rencontrer le Seigneur et vivre avec toute l'Église ce moment de joie. Alors c'est un moment important pour l'Église. S'il devait y avoir un top 5, par exemple, des rendez-vous marquants, l'Ascension en fait partie, j'imagine. Bien sûr, hein. Alors évidemment dans le top des tops, mais on a l'occasion régulièrement d'en parler ici sur cette antenne. Il y a évidemment Noël, Pâques, mais de fait l'Ascension, parfois on a un peu tendance à l'oublier, et c'est pour ça que d'ailleurs ça a donné un jour férié. C'est vraiment une des très grandes fêtes, parce que c'est vraiment le moment où Jésus va nous préparer cette place que nous espérons tous finalement du fond de notre cœur. Nous savons que durant cette vie, tout n'est pas toujours facile, mais qu'un jour nous sommes attendus pour cette éternité de bonheur avec Dieu. Et il ne faut pas confondre l'Ascension et l'Assomption le 15 août. Ah, oui, parce que l'Assomption, ça concerne la Vierge Marie. L'Ascension, c'est Jésus. Jésus ressuscité remonte vers son Père. Il est enlevé aux cieux. L'Assomption, c'est la Sainte Vierge qui est une créature. Jésus, lui, est à la fois homme et Dieu. Et à l'Assomption, la Sainte Vierge qui est une créature va connaître la mort. Mais, nous dit la foi de l'Église, au moment même où la Sainte Vierge meurt, elle est emportée corps et âme vers le ciel. Jésus, dans son ascension, est déjà ressuscité. Il a traversé la mort. Il est le vivant. La Sainte Vierge, comme toute créature, passe par cette petite transition de la mort, mais aussitôt parce qu'elle est la mère du Sauveur, parce qu'elle a porté en elle Jésus dans son humanité, elle est aussitôt transportée. Donc Assomption, 15 août, aussi un jour férié, très très grande fête mariale, peut-être la plus grande fête mariale de l'année, et puis Ascension, fête du Seigneur Jésus. Christian Venard, merci d'avoir été une nouvelle fois notre interlocuteur pour nous décoder comme ça cette célébration religieuse qui est le jeudi de l'Ascension. Merci beaucoup.
avec joie et bonne fête de l'Ascension à tous. Merci également. Et puis, sachez que la messe de l'Ascension sera à suivre en direct dès 10h30 jeudi matin sur Monaco Info. Christophe Barrot, élu plusieurs fois meilleur prévisionniste au monde, revenait en principauté ce mardi soir au Novotel, à l'invitation du Monaco Economic Board. Il a notamment exposé son point de vue sur l'économie et la géopolitique internationale. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Il est l'un des meilleurs prévisionnistes au monde. Christophe Barrot, économiste de renom, lit l'avenir dans les données. Analytique et pertinent, sa technique repose sur la collecte de variables passées, mais aussi et surtout sur celles récoltées en temps réel. C'est un processus un peu spécifique qui consiste à accumuler énormément de données, donc des données économiques, financières, ça peut être aussi des données sanitaires. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est de trier ces données-là. Ensuite, on essaye de prendre les meilleures données possibles pour tenter de prévoir d'autres données, comme par exemple la croissance, l'inflation, etc. Et je dirais la clé de tout ça, c'est de choisir le bon modèle, pas forcément le plus complexe. Moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas le meilleur mathématicien du monde, mais la bonne combinaison de facteurs et le bon modèle qui font qu'à la fin, on arrive à être plus proche que certaines personnes de la vérité. Lors de ces échanges, Christophe Barrot a notamment livré son point de vue sur la géopolitique internationale et ses prévisions économiques pour les mois à venir. On s'attend évidemment à un ralentissement de la croissance économique mondiale après une année où elle avait quasiment progressé de 6% en 2021, 3,2% l'année passée. On sera vraisemblablement légèrement supérieur à 2,5% cette année. Après, il y a une vraie divergence entre les économies des pays développés, comme par exemple les États-Unis, on a déjà un ralentissement qui s'est manifesté, et probablement une récession d'ici la fin de l'année. Et à l'opposé, on a des zones économiques qui se comportent plutôt bien, et notamment la Chine, qui devrait rebondir significativement par rapport à l'année passée. Selon Christophe Barrot, l'économie monégasque, quant à elle, continuera de progresser, avec notamment une belle reprise des secteurs du tourisme et de l'immobilier. Les prochains mois annoncent donc un élan d'attractivité. Et de l'économie mondiale, focus sur l'Angleterre et ses nombreuses opportunités d'affaires. Est-ce la bonne période pour investir outre-Manche ? Quelles sont les spécificités du marché britannique ? Nous avons posé la question à Evelyne Ginta, ambassadeur de Monaco au Royaume-Uni. On l'écoute. Déjà, il faut dissocier Londres du reste de l'Angleterre. Londres et c'est le monde entier. C'est ce qu'on appelle Global Britain. Donc je pense qu'à Londres, il y a de grandes opportunités et à travers Londres, vous touchez l'Inde, le Moyen-Orient et le monde entier. Donc c'est un pays difficile maintenant à cause du Brexit, mais qu'il ne faut certainement pas oublier. C'est un marché que j'appellerais saturé, où vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Mais c'est un marché qui est très axé vers le luxe. Aujourd'hui, le moyen de gamme souffre à Londres, beaucoup. Vous avez des rues qui sont complètement désertées, des magasins qui ont fermé. Et donc, il se crée un grand problème, c'est où vous êtes dans l'hyperluxe, où vous êtes dans le bas de gamme. Le moyen de gamme souffre énormément. Donc, je pense que pour Monaco, qui est axé vers le luxe, cela peut être quand même une opportunité. Et si vous cherchez à investir en Angleterre, sachez que l'ambassade de Monaco au Royaume-Uni est prête à vous accueillir afin de vous guider au mieux dans vos projets d'affaires. C'est une discipline sportive atypique. Alors discipline sportive oui, mais surtout discipline solidaire. Je veux parler de course en joëlette. Le principe, courir tout en tirant à la force des bras un fauteuil roulant pensé et conçu pour la pratique sportive des personnes à mobilité réduite. Eh bien il existe une association sportive monégasque de joëlette et nous sommes avec son président, François Poirier, bonsoir. Bonsoir. Vous allez participer samedi en Charente-Maritime au championnat du monde de joëlette. Expliquez-nous ce que sont ces championnats du monde. Alors les championnats du monde de joëlette, ce sont plusieurs équipes qui se rencontrent sur un parcours de 12 km en Charente-Maritime à Saujon. Ce sont généralement des associations sportives qui font participer des personnes en situation de handicap, à mobilité réduite. La joëlette, c'est un outil de transport qui nous permet de transporter des personnes en difficulté physique ou psychique. Cela va nous permettre de participer à des courses sur route ou en trail. Et donc il y a une organisation qui a décidé de créer un championnat du monde. Et pour la première fois, l'association sportive monégasque de joëlette va pouvoir y participer, représenter toutes ses valeurs, ainsi que l'État princier. Alors parlez-moi justement de l'association sportive monégasque de joëlette, qui sont ses membres. Parlez-moi aussi de son pilote qui sera sur le fauteuil.
L'association sportive monégasque de Joëlette est récente, elle a été créée en juin 2021. On a de suite été aidé par de grosses institutions sur Monaco, notamment la Fondation Princesse Charlène, l'association Children and Future et ainsi que la Société des Bains de Mer avec son président M. Stéphane Valéry qu'on remercie énormément pour son accueil. On a de suite travaillé avec des associations qui mettaient en relation des personnes en situation de handicap, l'association des handicapés moteurs de Monaco-Ville, qui nous a mis en relation avec donc du coup ces pilotes. Les pilotes, ce sont des personnes qui sont assises au sein de la Joëlette. Et donc le pilote qui va participer à cette course sera Alessio De Marte, âgé de 10 ans, qu'on a pris sous notre aile il y a maintenant une bonne année. Et on a vu au cours de plusieurs participations au sein de courses une grande amélioration avec la Joëlette. Oui, quelle sensation ça procure justement à ce jeune? La première fois qu'il a vu donc l'engin, la Joëlette, et on a mis environ 45 minutes à pouvoir le faire juste s'asseoir. D'accord. Il était réticent? Il était réticent parce que c'était quelque chose qui était nouveau pour lui. D'accord. Il a une pathologie à ce niveau-là et donc de ce fait-là, il avait très peur de la nouveauté. Mais par contre, au bout de ces 45 minutes, on a réussi à faire un premier tour dans les rues de la Principauté. Et à la fin de ce premier tour, il a commencé, disons, à se détendre et à apprécier le concept. Il y avait aussi l'inconnu des équipes. C'était un enfant que je ne connaissais pas du tout avant. Et au fur et à mesure, on a vu vraiment sa relation vraiment s'améliorer avec la Joëlette et aussi avec l'association. Et donc grâce à ça, ça lui procure énormément de plaisir. Et tous les week-ends, il est très heureux à chaque fois qu'on lui ramène une coupe ou qu'on fasse un classement face aux autres participants. Très heureux d'aller montrer ses médailles et ses coupes à toute sa famille et aussi à l'école. Donc c'est génial. Pourquoi vous faites ça? Alors la question est naïve, hein, c'est la réponse qui m'intéresse. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Moi je pense que j'étais déjà un coureur, disons, aguerri, mais je pratiquais du coup un sport individuel. Et j'ai voulu me garder la course à pied, mais en faisant un sport collectif. Et j'ai découvert une association qui faisait également de la Joëlette et j'ai commencé comme ça. Et sur Monaco, on a été beaucoup aidés. On nous a beaucoup poussé aussi à créer une association propre à Monaco. Et donc c'est comme ça qu'on a changé ce sport. On est parti d'un sport individuel de la course à pied à un sport collectif qui est la course en Joëlette. Et ce samedi, là, pour les championnats du monde, il va y avoir de la concurrence. Quels seront vos objectifs? De ce que je sais, il y aura une quarantaine d'équipes qui proviennent du monde entier. Moi, j'estime qu'on pourra faire si on fait un top 10, c'est déjà très bien pour une première participation. Et puis le podium, on verra plus tard ou c'est envisageable? On va partir sur un top 10. Maintenant, le podium, tout est envisageable. Ce sont des coureurs aguerris qui pratiquent ce sport depuis vraiment le début de l'association. Donc ça fait vraiment 2 ans qu'on est tous ensemble et qu'on s'entraîne régulièrement. Et je pense qu'effectivement, indirectement, c'est possible. Oui, vous allez tout faire pour. François Poirier, bravo pour cette initiative et pour cette association sportive monégasque de Joëlette qui, je le rappelle, participera au championnat du monde en Charente-Maritime ce samedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. On reste dans le domaine sportif. Les Jeux des petits États d'Europe se dérouleront à Malte du 28 mai au 3 juin. 10 sports seront au programme. À partir d'aujourd'hui, chaque soir sur Monaco Info, nous donnerons un coup de projecteur sur l'une des disciplines. Focus ce soir sur l'athlétisme. Combien seront-ils à partir à Malte? Avec quelles ambitions? Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Le Monténégro reste un excellent souvenir pour l'athlétisme monégasque avec 5 médailles, dont celle historique en or pour le relais 4x4 masculin. À Malte, la délégation rouge et blanche sera composée de 24 athlètes, soit 3 de moins qu'au Monténégro 4 ans plus tôt. On a quelques anciens indéboulonnables qui seront encore là et avec le renouveau, on a la jeunesse qui approche et qui prend le dessus de plus en plus. Donc au final, on sera 16 garçons et 8 filles, voilà, donc 24 athlètes avec une belle relève et quelques épreuves phares dans lesquelles on pense que des athlètes vont briller et on a des bons espoirs. Aucun objectif précis n'a été fixé en termes de médailles, mais beaucoup ont les capacités de monter sur la boîte ou même de décrocher le titre, à l'image de Théo Andan, en individuel sur 400 mètres et avec les copains sur le relais 4x4.
Pour ses premiers Jeux des petits États d'Europe, Jean Voloc voudra lui briller au saut à la perche. L'objectif, ça sera forcément de faire une médaille avant de faire une performance, parce qu'on est là en championnat pour d'abord gagner et ensuite on verra pour la performance. C'est une grande expérience, déjà c'est une expérience internationale, donc déjà une première pour moi, entre guillemets avec Monaco. Donc c'est beau, sachant qu'en plus je fais partie de la sûreté publique, donc d'autant plus je représente la sûreté, le gouvernement, et du coup le club d'athlètes et la fédération monégasque. Parmi les autres potentiels médaillables, Olivia Wilde au triple saut, Marie-Charlotte Gasteau sur 400 mètres haies, ou encore le relais 4x4 féminin. À suivre également les performances de Thomas Carreda en sprint ou de Quentin Succo en demi-fond. Et les Jeux des petits États d'Europe seront à suivre chaque jour sur Monaco Info à partir du lundi 29 mai. En bref, vous le savez, vendredi, la Roca Team affrontera l'Olympiakos en demi-finale d'Euroleague, mais l'info dont je veux vous parler concerne le championnat de France. Le prochain adversaire de la Roca Team en Betclic Elite sera Strasbourg. Il s'agit bien sûr des playoffs, à suivre d'ailleurs en direct sur notre antenne le 24 mai dès 20h pour ce match de quart de finale, commentaire assuré par le duo Frédéric Elion et Ali Traoré. La billetterie pour les playoffs est d'ailleurs ouverte. En F1, on l'a appris dans l'après-midi, le Grand Prix prévu à Imola est annulé à cause des intempéries. Un déluge est en train de s'abattre sur l'Émilie-Romagne et la région a été placée en alerte rouge. Vous l'avez peut-être aperçu depuis le début de la semaine, une immense œuvre a été installée du côté du Larvoto. Elle s'appelle Les Trois Éléments et c'est une sculpture signée Bernard Bézina. L'artiste travaille sur cette œuvre depuis près de 3 ans. Elle sera inaugurée le samedi 3 juin sur l'esplanade du Larvoto. Nous y reviendrons plus longuement lors de l'inauguration. Elle était notre invitée hier, la comédienne Andrea Ferréol nous racontait avec son sourire communicatif la pièce La Prix à paix des écrevisses, juste avant de monter sur scène. Eh bien, voici des images de cette pièce consacrée à la vie si originale de Marguerite Stanel. Elle était l'épouse d'un peintre assassiné. On a d'ailleurs soupçonné Marguerite Stanel, mais elle a été acquittée. Elle était également la maîtresse du président de la Troisième République, Félix Faure. Il est mort dans ses bras durant des ébats amoureux. On rejoint Frédéric Elion pour consulter vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour jeudi, Frédéric ? Encore une journée de grisaille, Fabien, avec des nuages et un risque d'averse. Toute la journée, le vent se lèvera dans l'après-midi. Côté thermomètre, les températures vont baisser avec 13 degrés attendus le matin et 18 l'après-midi. Jeudi 18 mai, ce sera à la Saint-Éric. Éric le Saint qui était le roi de Suède au XIIe siècle et c'est le saint patron de Stockholm. Merci Frédéric. Les photos de fin de journal sont consacrées à un événement sportif marquant pour la principauté. Il y a tout juste 6 ans, Monaco était sacré champion de France de Ligue 1. Ces photos sont signées Manuel Vitali et Charlie Gallo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vous retrouverez Christophe Paco à la présentation ce jeudi à 19h. À très bientôt. Au revoir.